Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va? Ça va, merci. Écoute, je me sens bien à côté de toi. Ça fait plaisir. Bah, moi aussi, c'est... Merci. C'est pas tous les jours qu'on reçoit une star du basket mondial sur ce plateau et c'est pas tous les jours que c'est un Français comme Victor Wembanyama. Tu es arrivé premier au choix de la draft NBA. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce système comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça symbolise pour un joueur de basket du monde entier d'être numéro 1 de la draft? Parce que j'imagine qu'au-delà d'un rêve d'enfant, c'est le rêve de tes parents, de toi, de tes potes, de toutes les personnes qui ont un jour foulé un terrain de basketball. Se faire drafter, c'est c'est rentrer dans la meilleure ligue du monde. En tant que sportif et basketteur, c'est le rêve de toute une vie, comme tu l'as dit. Et en plus, avoir la chance de se faire drafter en tant que numéro 1. Parce que le draft, en fait, c'est les équipes qui ont à disposition les meilleurs joueurs. Exactement. Et quand tu arrives numéro 1, t'es le meilleur joueur. C'est ça, dans l'idée, c'est ça. Le meilleur choix. Le meilleur choix. Les 30 équipes de la NBA qui ont le choix de recruter des joueurs entre 18 et 22 ans, il me semble, pour faire la meilleure équipe possible. Et donc moi, j'ai l'opportunité d'être drafté au premier choix, en tant que premier choix. Et quand t'es le premier choix, toutes les équipes se battent pour toi? Est-ce que les propriétaires de clubs t'appellent ou c'est quoi? C'est un tirage au sort? C'est un peu plus compliqué, du coup. Toute l'année, il y a des recruteurs de toutes les équipes qui viennent. Donc, pour ma part, ils sont venus à Bourg-en-Bresse. C'est le club dans lequel j'évoluais avant de rentrer en NBA. Et en fait, ils font des reports, ils font des comptes rendus à leur general manager, au coach. Et au final, ils analysent. Et puis donc la draft se passe en juin. La saison se termine dans ces eaux-là, fin mai, début juin. Et ensuite, une fois que c'est fini, je suis parti aux États-Unis faire on appelle ça des workouts. Donc c'est des entraînements où les équipes qui sont le plus intéressées par ton jeu viennent te voir, te font venir dans leurs installations. Et j'imagine que là, c'est aussi le début de la montée des enchères. Tout le monde se dit, c'est sur lui qu'il faut miser. C'est un peu comme ça. Après, c'est un travail. Hein, moi, c'était mon agent qui gérait ça. Et comment ça se passe avec tes potes quand toi, t'es à Bourg-en-Bresse? Tu dis, les gars, là, je vais aller me faire drafter et que tu reviens en France. Tu dois pas en parler, tu dois être discret, j'imagine. C'est ça, il y a un peu de discrétion. Mais au final, tu restes quand même beaucoup dans le flou. Par exemple, je ne savais pas que j'allais être numéro 1. Je ne le savais pas avant. J'avais des pistes d'équipe dans lesquelles je m'étais entraîné. Ouais. Donc j'avais fait un entraînement à Atlanta, l'équipe qui m'a drafté, mais j'avais fait aussi un entraînement à San Antonio, l'équipe où évolue Victor Wembanyama, et à Washington. Donc il y a 30 équipes. Donc j'étais quasiment sûr d'être dans une des 3 parce que les équipes ne vont pas te choisir si elles ne t'ont pas fait venir. Comme Victor Wembanyama, tu as été drafté numéro 1. C'est ça. Lui, c'est un joueur avec des qualités d'exception, un physique d'exception. Toi aussi. Quelles sont, toi, tes qualités? Et qu'est-ce qui fait que tu as été drafté numéro 1? Et surtout, qu'est-ce qui se passe avec les Français, là? C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a 2 Français, coup sur coup, draftés. Non, ouais, c'est génial. Je pense que la France a beaucoup de talent et que baskettement parlant, il y a de très forts joueurs qui arrivent et qui ont réussi à faire leur place ces dernières années sur le circuit professionnel et ensuite en NBA. Donc c'est super intéressant. Et puis non, moi, pour ma part, c'est une fierté de pouvoir représenter la France dans cette ligue américaine où il y a beaucoup de joueurs américains et de joueurs au final de partout dans le monde. Donc pouvoir représenter la France à l'échelle mondiale, comme tu l'as dit. Comment toi t'es perçu? C'est quoi tes qualités de basketteur pour eux? Et mes qualités de basketteur, je dirais dans un premier temps que j'ai un tir assez fiable. J'ai appris à tirer dans mon jardin avec mon père et ça très vite ça a été ma force. Parce que mon père était ancien joueur professionnel en Europe. Et très vite, grâce à lui, ça a été ma force et j'ai continué à progresser. Et donc, je dirais, la partie de mon jeu qui intéresse le plus. Là, c'est toi dans le jardin avec ton père, ta sœur. Ouais. Ta sœur qui cartonne aussi. Et ma sœur qui cartonne, qui a juste
qui a 17 ans. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit que ton papa, il rigole pas du tout, quoi. Non, c'était sérieux. C'était sérieux. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Ça reste un jeu, mais quand faut bosser, on bosse. Et bon, peut-être ça se voit pas, mais avec ma sœur, on a pris énormément de plaisir à faire ces séances. On en a fait des milliers. Et on a pris énormément de plaisir pendant notre enfance à travailler dans ces conditions. Quand tu passes d'être coaché par ton père qui t'a formé dans un esprit familial avec ta sœur et que tu arrives en NBA où tout est méga institutionnalisé, c'est-à-dire que même les kinés, c'est une institution. Enfin, là-bas, tout est codifié. C'est ce que m'expliquait Victor Wembanyama, c'est que tu arrives, là-bas, c'est une science. C'est au-delà d'un sport. Exactement. Tout est poussé à un autre niveau. Que ce soit voilà, les joueurs où, évidemment, c'est les meilleurs. Et puis non, autour, le staff médical, moi, ça m'a impressionné. On a accès à, pour pas dire de bêtises, mais il y a au moins une dizaine de personnes qui peuvent te traiter et s'occuper de toi. Puis on a des cuisines dans notre salle d'entraînement où, voilà, parce que techniquement, c'est important Et méga suivi, ouais. Ouais, d'être irréprochable quand on fait 82 matchs en 6 mois. C'est un temps très court, donc en fait, si tu triches dans la nutrition ou dans l'hygiène de vie ou dans le sérieux au quotidien, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite, surtout à cet âge-là, quand tu es jeune. En tout cas, toi, quand tu es en NBA, tu ne triches pas, et ça donne ça. Zachary, into the lane. How about that shot? Heat check. Ricochet. Oh, man. That's what we were talking about. Ricochet. Out to Ricochet. Another. Yes! And it's going to be Ricochet ringing it up. Oh, boy, he shot that with confidence. Ça fait quoi pour un mec de 20 ans qui était à Bourg-en-Bresse de se voir mettre un dunk en NBA? C'est génial. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire ce sentiment. Surtout, voilà, franchement, c'est le travail de toute une vie. Voilà, le travail de l'ombre qu'on a pu voir avec mon père et ma sœur, c'est de là que ça part. Et les gens le voient pas forcément. Les gens, ils vont voir que le dunk en NBA. Ouais. Ils savent pas qu'avant ça, il y a presque 16 ans de dur travail. Et il y a aussi les records, parce que tu es le premier rookie de l'histoire de la NBA à inscrire à plusieurs reprises 35 points lors de ta première saison. Tu as fini la saison avec une moyenne de 12,6 points, 3,6 rebonds, 1,2 passes. Tu es passé à ça d'être le rookie de l'année, à ça des playoffs, mais c'est quand même un démarrage exceptionnel. C'est un démarrage encourageant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai pu voir de près ce que c'était. J'ai touché du bout de doigt avec mon équipe les playoffs. Et ça, en fait, là où souvent les gens pensent qu'il pourrait y avoir un relâchement quand tu rentres dans la ligue, moi, personnellement, je ne vois pas comment, parce que c'est ultra motivant. Et en fait, pour ma part, plus je joue, plus je suis bon, plus ça me motive. Est-ce que tu penses que vous allez pouvoir aller chercher le titre? Est-ce qu'un jour tu pourras avoir la bague de champion NBA? Ça serait incroyable, mais je pense que avec plusieurs années de construction, d'intégration et voilà où il va falloir forcément progresser. Donc faut être patient. Faut être patient. Tu donnes combien de temps? C'est quoi ton plan, en fait? Mon plan, j'aime penser que d'ici 4-5 ans, on pourrait être une équipe prétendante au titre. Après voilà, va falloir aller le chercher. Et puis non, un titre NBA, c'est extrêmement difficile. Tu fais partie du club très sélect des joueurs de basket qui sont numéro 1 de la draft, dont font partie LeBron James ou Victor Wembanyama. J'aimerais te faire réagir tout d'abord à ce que LeBron a dit chez nous. One of my favorite quotes of Ali is, when you're working, you suffer now. And then at the end of the day, you will live your life as a champion. Suffer now and live the rest of your life as a champion. So, and every time I think about working out, as hard as it is, Ali always said, training is hard, it's tough. But suffer now and you'll live the rest of your life as a champion. So,
you know, that always resonates for me. Ça représente quelle partie de ta vie, la souffrance, en fait? Énormément, plus que ce qu'on pourrait le penser. Voilà, LeBron James qui en parle, c'est super inspirant. Qui cite Mohamed Ali, c'est encore plus inspirant. Qu'est-ce qui t'inspire chez LeBron James comme Mohamed Ali? Qu'est-ce que t'inspire ces deux athlètes? Je dirais l'éthique de travail et le fait, voilà, comme il l'a dit, c'est que pour être un champion, il faut souffrir et il y a des sacrifices à faire. Et que, voilà, être joueur NBA, avoir de l'argent, avoir de la notoriété, etc., ça vient avec un prix. Et je pense que ceux qui le comprennent et ceux qui restent sérieux et le tournent à leur avantage, c'est eux les vrais champions. T'as sacrifié quoi, toi? C'est... En fait, c'est quotidiennement. Quotidiennement, j'ai... Celui qui me vient en tête, pour donner un exemple, je dirais que, voilà, en termes de jeunesse, j'ai pas forcément vécu comme un ado normal. Très vite, voilà, je suis passé pro à 16 ans. Donc j'ai dû m'inscrire au CNED, arrêter le lycée, arrêter de voir mes amis pour au final faire du basket et vivre comme un adulte très très tôt. Et puis sinon, en vrai, les sacrifices, c'est vraiment quotidiennement la rigueur que tu mets. J'ai envie de dire que être professionnel et aspirer à être un des plus grands, c'est assez ennuyeux parce que tu fais vraiment les mêmes choses tout le temps, très sérieux. Et c'est vraiment un cycle que tu dois répéter et répéter. Et voilà, dans ton quotidien, dans le travail que tu mets tous les jours, dans la rigueur que tu t'infliges et que tu t'imposes, c'est là où tu fais la différence après sur le haut niveau. Et c'est ce qui m'a permis de réaliser mon rêve. Donc j'ai l'impression d'avoir trouvé l'équilibre et la bonne mentalité qui m'a été en grande partie inculquée par mes parents et mon père qui connaissait ça en tant que joueur de haut niveau. Victor Wembanyama est comme toi numéro 1 de la draft. Lui, il pense déjà à l'après. Même si tous les deux vous êtes très très jeunes, je rappelle, tu n'as que 20 ans, tu as déjà 20 ans. Enfin, 20 ans, c'est quand même l'âge où tout est possible. Et lui, Victor Wembanyama, il pense déjà à l'après-basketball. On l'écoute. Souvent, quand les joueurs prennent leur retraite, ils ne savent pas quoi faire après. Moi, je sais quoi faire. Il y a plein de trucs, j'ai plein de projets, mais il y a un truc qui m'intéresse notamment, c'est l'autosuffisance. Pour moi, c'est pas quelque chose à très long terme que je ferais. Et puis surtout, c'est impossible de le faire pendant ma carrière. Mais en gros, c'est se nourrir soi-même, produire son énergie soi-même peut-être. Mais pour moi, c'est important. C'est parce que c'est important d'être connecté à la réalité. Tu vois, tu penses à l'après déjà? Ou pas encore? C'est trop tôt, 20 ans. Ça va, tu vas pas te... Je dirais que, voilà, un peu moins que Victor, mais je sais que dans mon jeune esprit, j'ai envie de faire autre chose que le basket. Je sais que je suis un joueur de basket de haut niveau, mais avant tout, je suis une personne et j'ai envie de me dire que je peux faire plus et que je veux pas être mis dans une case d'un basketteur qui sait faire que ça. J'ai beaucoup d'autres qualités. Je suis quelqu'un de très ouvert, très intéressé. Et il y a énormément de domaines qui me passionnent et qui m'intéressent. Lesquels, par exemple? Ça peut être n'importe quoi. Donc, je suis très fan de sport, évidemment. J'adore l'histoire. Ça vient de mon père qui est comme moi très intéressé et qui m'a... J'ai toujours détesté lire. Et puis un jour, mon père il m'a sorti des livres de sa bibliothèque qui étaient plus basés sur l'histoire et des livres auxquels je n'avais pas accès à l'école. C'était quoi le livre qui t'a donné le goût de la lecture? Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon, qui parle du colonialisme. Dans le livre, il évoque la guerre d'Algérie. Ça m'a parlé et j'ai trouvé ça super intéressant parce que en fait, tu apprends énormément sur ce qui se passe actuellement. Il avait anticipé plein de choses. Exactement. Et je trouve que la clé pour comprendre son environnement dans lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est vraiment regarder d'où ça vient et l'histoire. Et c'est pour ça que j'adore l'histoire, que ça soit
voilà, sur n'importe quel domaine, en fait, il y a des bases. Et moi, ça m'aide beaucoup à comprendre l'environnement dans lequel j'évolue. En attendant, aux États-Unis, tu ramènes la France partout avec toi. Comment est-ce qu'ils t'appellent là-bas? Comment est-ce qu'ils prononcent ton nom? Ils m'appellent Zachary Rizashey. Rizashey. Ils ont du mal, ouais, avec le Riza. Ouais. Et après, je m'y suis habitué, honnêtement. Je suis pas gêné plus que ça. Il y a plusieurs potes à moi qui m'ont dit mais ça te gêne pas, genre c'est. Et il y a un club de français en NBA ou pas, vous parlez? De français? Avec Victor et compagnie? Ouais, on échange de temps en temps. Franchement, c'est tous des super gars. Je suis super heureux, voilà, de vivre cette expérience, même si on est loin les uns des autres, mais de vivre cette expérience un peu ensemble. Au final, je trouve que c'est génial et on a un vrai bon groupe de Français. Il y a plusieurs jeunes qui sont arrivés l'année dernière et cette année. Il y a qui dans ce groupe? Il y a Victor, il y a Bilal Koulibaly, Ryan Rupert. De ma draft, donc de la draft de l'année dernière, il y a Alexar qui a été drafté numéro 2, Tidjane Salam qui évoluait à Cholet, donc on a beaucoup joué contre quand j'étais à Bourg, Pakom Dadier qui s'est fait drafter à New York, et puis j'espère que j'oublie personne. Rudy Gobert? Et puis oui, donc je te parlais des jeunes, mais évidemment on a la chance d'avoir des vétérans comme Rudy, comme Nico Batum, donc non, on est très bien. On est très jeunes, mais aussi très bien encadrés. En tout cas, t'hésites jamais à donner des leçons de français. Hello everyone, welcome to Part of My French. Tell me what this means. Je suis un falcon majestico. Gesto et magnifique. No. I have no idea what that means. Mimi. Yes, Trey, go ahead. Je suis un fashion. No, not even close. I believe it's pronounced Je suis un faucon majestueux. It translates to I'm a hawk, a majestic hawk. All right, that's it for today. Bah ça va, on s'amuse dans NBA. Très drôle. Les gens ont beaucoup aimé à Atlanta, le Part of My French. Mais non, franchement, c'est sympa et J'aimerais qu'on se parle d'Atlanta, parce que c'est une ville particulière dans la culture Atlanta. C'est la ville où en ce moment vit le hip-hop. C'est-à-dire que Atlanta, c'est les strip clubs, c'est les boîtes de nuit, c'est des stars mondiales qui en sortent tout le temps, des artistes incroyables. Il y a plein de joueurs, par exemple, qui jouent au PSG, des joueurs de foot, qui disaient Paris, c'est une ville où il ne faut pas tomber dans Paris. Il ne faut pas sortir du club, il faut jouer. Parce que si on va dans Paris, tout de suite, on peut faire la fête et c'est une ville assez incroyable. Est-ce que c'est pareil pour Atlanta? Est-ce que pour un joueur de basket, star de NBA, 20 ans, qui arrive avec tout ce que ça implique en termes d'argent et de prestige, Atlanta, c'est pas un piège? Je dirais que oui, il y a des similitudes avec Paris. C'est une grande ville attractive. Ouais, tu as parlé des strip clubs, des night clubs, etc. Le monde de la nuit, il est très, très présent dans la ville. T'es déjà allé au Magic City? Non, jamais, parce que j'ai pas l'âge. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai pas l'âge, c'est 21 ans la limite d'âge pour la majorité, pour faire tous ces trucs, même boire un verre, c'est 21. Donc je me suis fait drafter, j'ai demandé un cocktail, on m'a dit non, parce que j'avais pas l'âge de boire. Et il y a des grosses stars du rap d'Atlanta qui passent vous voir sur les matchs? Et ouais, il y a pas mal de rappeurs. Et le basket, en fait, je pense que c'est une ville aussi animée par le sport. Que ce soit le foot US, le baseball ou le basket, les gens sont très intéressés. Et non, il y a Cuevo qui vient, Playboy Carty, il y a énormément de rappeurs. Lil Baby, je ne l'ai pas vu cette année, mais je crois qu'il était venu l'année dernière, même dans les vestiaires, j'avais entendu. Donc non, il y a une culture assez intéressante que moi j'aime bien. Et franchement, je trouve que c'est aussi un peu limitant de restreindre Atlanta au monde de la nuit. C'est une ville qui a énormément de culture, énormément d'histoire.
Et voilà, faut visiter, faut Comme y Paris, être. en fait. Exactement. J'aimerais qu'on regarde ensemble un extrait du documentaire The Last Dance avec Michael Jordan, où justement, moi, c'est un de mes passages préférés. On voit comment un joueur de basket peut dériver très vite. Et en l'occurrence, c'était Dennis Rodman à Las Vegas. On regarde l'extrait. I come to practice, Phil calls me and says, look, Dennis wants to tell you something. And when Dennis wants to tell me something, I know it's not something that I don't fucking want to hear. So Dennis says, I need a vacation. And I look at Phil and say, Phil, what do you mean, vacation? He says, he needs a vacation. He needs some time off to let loose. I say, look, Phil, let me tell you something, man. If anybody needs a fucking vacation, I need a vacation. We look at Dennis and said, Dennis, what are you going to do? He says, well, I need to go to Vegas. Phil, you let this dude go to vacation, we're not going to see him. You let him go to Vegas, we definitely not going to see him. So he looks at Dennis and says, Dennis, well, can your vacation be like 48 hours? And Dennis is like, I got no other choice. I take whatever you can give me. I'll take the 48 hours. 48 hours. You got 48 hours, Dennis. And I'm looking at Phil like, you ain't gonna get that dude back in 48 hours. I don't care what you say, he's done. Okay, 48 hours. She leaves that room, goes straight to the airport, boom. They don't hear her and see Dennis for 48 hours. I remember that. I went to the fucking Vegas. C'est énorme. Qu'est-ce que ça t'inspire, cet extrait? C'est plus possible de faire ça aujourd'hui. Je pense que c'est plus possible de faire ça aujourd'hui. Et voilà, ça a quand même un côté maintenant où c'est drôle. Mais c'est vrai que ça a été une réalité. Et même si je pense que c'est plus comme ça aujourd'hui, c'est pas aussi fou, il y a quand même voilà, des similitudes avec à quoi on peut avoir accès en tant que joueur NBA, en tant que personne fortunée. Il n'y a pas trop de limites. Il est de combien ton salaire en NBA? Mon salaire en NBA, il est de... Donc mon contrat est de 54 millions sur 4 ans. Donc c'est réparti. Je crois que la première année, je suis à 10 millions. Après, ça monte un petit peu sur les 4 ans. Comment est-ce que tu apprends à gérer ça? Parce qu'il y a des stars de la NBA qui ont pris la parole sur les salaires en NBA qui disent en fait, il faut comprendre qu'une fois qu'on a payé nos impôts, qu'on doit assumer le train de vie qui va avec, parce qu'en fait, en termes de sécurité, en termes d'assurance, en termes même de pression sociale, c'est-à-dire qu'il faut maintenir un certain statut, il ne nous reste pas tant que ça. Et il y a plein de stars de la NBA qui sont sur la paille. Non, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Faut être intelligent avec son argent. C'est pas comme en Europe, où en Europe on a la chance, le club fournit l'appartement, la voiture, etc. Là-bas, tu prends tout en charge. Et puis, comme tu l'as dit, le train de vie, il amène aussi à avoir un certain standard, que ce soit les vêtements, les endroits où tu vas manger. Tu peux pas rester manger au fast-food du coin. Les gens, ils vont te reconnaître, Donc, en fait, tu manges dans des restos un peu où c'est vite cher, quoi. Quand tu te déplaces en équipe, c'est la même chose. Tu es amené à dépenser ton argent, mais j'ai envie de dire pour ma part, voilà, j'ai essayé d'être intelligent et puis même avec le salaire que j'ai, que je touche, il va falloir du temps, un train de vie que je n'ai pas, que je m'impose pas, parce que moi je suis quelqu'un de très simple, avant de tout dépenser. Et voilà, quand tu es intelligent et que tu fais les bonnes choses, que tu demandes autour de toi avec des personnes qui ont vécu ça à plus petite échelle, mais qui connaissent un peu le milieu, normalement, il y a moins de soucis à se faire. Est-ce qu'un gros salaire amène des gros problèmes? Ouais, je pense. Je pense que, en fait, avec l'argent, t'as plus de limites. Et je trouve ça un peu triste de se dire que voilà, l'argent, c'est la clé un peu à la liberté. Mais j'ai l'impression que c'est une réalité aujourd'hui où quand tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, on voit en pleine saison Dennis Rodman qui part 48 heures, donc il joue à Chicago, qui prend un avion directement pour aller à Las Vegas. Donc le vol, il doit être de 4-5 heures. Et toi, tu as dit que ta plus grosse folie, c'était de t'acheter une voiture de sport. Ouais, c'était ça.
Non, comme je te dis, je suis très simple. J'essaye de rester fidèle à moi-même. Ouais, le style de vie, il a changé, par contre. Avant, j'allais pas faire les boutiques. Je me préoccupais pas trop de mon apparence, de mon style. Là, ça a un peu changé. Et puis, ouais, je me suis adapté un peu à mon milieu. Mais pas à contre-cœur. Il y a des choses où voilà, je suis resté fidèle à moi-même. J'ai dit non, ça, c'est pas pour moi. Il y a d'autres choses que je trouve intéressantes, comme l'apparence ou être présentable. Et est-ce qu'en NBA, il y a des gens qui vous coachent là-dessus, qui vous expliquent, qui vous aident à placer, qui vous protègent, ou vous êtes livré à vous-même? Je trouve que donc on a une NBP, on appelle ça, c'est l'association des joueurs, qui aide les rookies donc sur 4 jours pendant la pré-saison, donc ce qui vient avant la saison. On doit faire 4 jours à New York, tout le monde, et ils te sensibilisent aux enjeux d'avoir de l'argent et d'être une cible. Parce que voilà, c'est en tant que joueur de basket fortuné en NBA, tu es une cible. Il y a beaucoup de... Les problèmes peuvent venir très rapidement, que ce soit voilà, des arnaques, des faux business, des faux business, des faux agents. Des faux amis aussi. Des faux amis, des défis, les gambling, ils appellent ça le parier. Tu peux pas parier sur le sport, mais voilà, jouer de l'argent dans les casinos, etc., les drogues, etc. Ils te sensibilisent à ça pendant 3-4 jours, mais après, il n'y a pas trop de suivi, j'ai remarqué. Donc en fait, au final, si tu n'as pas écouté, je pense que c'est important sur 4 jours d'être un peu sérieux. J'ai l'impression que toi, tu as écouté. J'ai écouté, et puis aussi... Il y a ton père, donc tu n'as pas le choix. Voilà, mon père était... c'est des choses que j'avais entendues toute ma vie aussi, tu vois. Et j'ai eu la chance, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, d'avoir accès à cette connaissance du basket dans un premier temps, mais aussi de ce qui vient avec. Le basket, ça fascine notamment les footballeurs. On avait rencontré Kylian, qui lui est dingue de NBA 2K, qui joue beaucoup aux jeux vidéo et qui joue aux jeux de basket. Est-ce que toi, tu joues à toi dans un jeu? Bah ouais, j'ai joué à 2K toute ma vie. Ouais. Et puis cette année, sur le 2K 25, t'es dans le jeu. J'étais dans le jeu. Et puis, mais ça fait quoi d'être dans le jeu auquel tu joues depuis tout le temps? Bah, c'est dingue. C'est dingue. J'étais comme un ouf. J'ai pris les Hawks, j'ai joué. C'est un peu perturbant au début. Mais non, vraiment, c'est génial. Et t'es fier. Tout ce que tu fais, basketball parlant, t'en es fier. Mais bizarrement, quand tu te poses dans ton canapé pour pas penser au basket, c'est juste jouer, décompresser, et ben en fait, moi, la première fois, j'étais fier d'être dans le jeu. C'était ah ouais, j'y suis. Et puis voilà, c'était génial. À quel jeu tu joues, toi, pour décompresser? Après, je joue pas trop aux jeux vidéo, mais 2K, c'est mon jeu de prédilection. Et puis aussi, pas mal à FIFA, aussi, avec souvent entre amis. Et FIFA, c'est assez populaire chez les jeunes et aussi chez les jeunes basketteurs. Donc au final, je me suis vite retrouvé à jouer à 2K et FIFA pendant mon enfance. Donc les joueurs de foot jouent au basket sur PlayStation et les joueurs de basket jouent à FIFA. C'est ça. Et les fans de sport sont abonnés à Canal. Merci beaucoup. Merci.